C'est pas de légende, le flair du douanier. C'est ça, c'est la poussée d'adrénaline quand on découvre. C'est pas de la contrefaçon, c'est des shorts que j'ai achetés au pays. Donc c'est de la contrefaçon. Si on va à la chasse, c'est pour revenir avec du gibier. Oh monsieur, monsieur! Charles! Maintenant on baisse d'un ton, vous laissez le chien travailler, c'est clair? Ah, si vous nous avez menti, monsieur, vous n'aurez pas gagné du temps. Hein. Et on se dit, s'il arrivait quelque chose, pourvu qu'on ait appris les bonnes choses. Stup! Stup! Écartez les bras, monsieur! Écartez les bras! Écartez les bras! Vous devez voir le sol! Dans le premier épisode, nous avons accompagné Aurélie, une jeune stagiaire de 24 ans, de sa sortie de l'école des brigades de douane de La Rochelle jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sa première affectation. À présent, Aurélie a 6 mois pour faire ses preuves et décrocher, elle l'espère, sa titularisation. En région parisienne, nous avons suivi Stéphanie, maître chien anti-stupéfiant. Avec Vegas, son labrador de 6 ans, elle nous a montré à quel point le flair de l'animal était aujourd'hui un outil indispensable à la douane. Au large de Boulogne-sur-Mer, nous avons également embarqué avec les douaniers garde-côtes et observé le travail de Daniel et ses 15 marins. À toute heure du jour ou de la nuit, ils ont assuré des missions de contrôle sur de nombreux navires de commerce, de pêche ou de plaisance. À Bayonne, nous avons fait la connaissance de Christine, première femme motarde toute administration confondue. Une femme étonnante au caractère bien trempé qui lutte quotidiennement contre toutes sortes de trafics à la frontière franco-espagnole. Pour finir, Philippe nous a fait découvrir la surveillance aérienne à bord des hélicoptères de la douane. De jour comme de nuit, il a participé à l'identification de plusieurs cibles potentielles. De retour dans le sud de la France, il nous montrera comment il prépare les pilotes de la douane à toutes les éventualités. Cela fait maintenant 5 semaines qu'Aurélie a intégré la brigade de surveillance du terminal 2E à Roissy. Son rythme de travail, des vacations de 12 heures, dont certaines de nuit. Ce soir, Olivier, son tuteur, a décidé de lui faire découvrir le contrôle à l'exportation, c'est-à-dire sur les passagers qui quittent la France. Pour cela, les douaniers se placent au filtre sécurité par lequel les voyageurs accèdent aux salles d'embarquement. Have you cash shake or travel shake more of 10,000 euros? Okay. Can I see your... Ce que recherchent les douaniers, c'est le manquement à l'obligation déclarative. Une infraction consistant à ne pas déclarer au départ de France comme à l'arrivée le transport de sommes d'argent supérieures à 10 000 euros. Olivier vient de repérer ce passager français à destination de Hong Kong. Une cible qu'Aurélie n'aurait sans doute pas choisie si elle avait été seule. Je te laisse faire le contrôle et l'interpellation dessus pour vérifier. C'est encore un peu difficile de choisir un passager parmi des centaines. Après, c'est vrai qu'on est encadré et je vais apprendre à pouvoir contrôler certains passagers plus que d'autres. Par rapport à leur attitude, leur comportement, c'est des choses que je vais mettre à profit chaque jour. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des sommes titres ou valeurs d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros à déclarer? Pas plus. Vous êtes sûr? D'accord. On va regarder votre bagage à main, s'il vous plaît. Ça, c'est les bagages de votre dame, ça? Ça, c'est lui, ma femme. Et elle voyage avec vous, madame? Non, il n'est pas. On va peut-être contrôler vos bagages, donc on vous fera appeler si on doit faire vos bagages, d'accord? Il est intéressant parce qu'il y a un commerce à Cayenne. Il a fait beaucoup d'achats de très grande valeur. Donc on va approfondir le contrôle, on va aller localiser ses bagages avec la compagnie. D'accord. Ensuite, on ira le rechercher pour contrôler les bagages avec lui. D'accord. Pendant qu'une partie de l'équipe récupère en soute les bagages du passager à destination de Hong Kong, Aurélie et ses collègues rejoignent la passerelle d'embarquement. Ils y retrouvent l'homme au polo rouge et contrairement à ce qu'il leur a déclaré quelques minutes plus tôt, il ne voyage pas seul. Travailler avec une dame.
qui est sa femme, je suppose, oui. Qui est avec sa femme, donc. Et madame nous déclare 10 000 euros. Le couple tient un commerce à Cayenne, un profil type d'utilisateur d'argent liquide. Ça doit être là l'argent, regarde. D'accord. Il n'y a pas plus, madame. Ah, quand même. Madame, là j'ai déjà 15 000 euros en billet de 500. Il n'y en a pas d'autre. Normalement c'est 10 000 euros pour le couple. Donc on va vous faire une déclaration, on va considérer que vous avez moins de 10 000 euros chacun, alors que normalement c'est 10 000 euros pour les deux. Et la prochaine fois on sera obligé de vous mettre une amende, madame. C'est un rappel à l'ordre à la loi que je vous fais. Hein. S'il y avait eu amende et procès-verbal, le couple aurait sans doute raté son vol pour Hong Kong. La clémence d'Olivier leur a permis de décoller à l'heure. En matière d'argent, Aurélie est loin d'avoir tout vu. Emmanuel, son chef, vient de la faire appeler pour assister au contrôle d'un couple de commerçants chiliens qui vient d'atterrir à Paris. Aux douaniers qui les ont interrogés, ils ont déclaré transporter sur eux 200 000 $ en liquide. Aurélie va vérifier que les billets ne comportent pas de traces de produits stupéfiants. Emmanuel, lui, analyse les documents bancaires fournis par le couple de commerçants. Pas de traces de stupéfiants. On est sur des gens qui ont 2 boutiques en téléphonie, ils vont chez leur fournisseur en Chine, mais rien ne nous dit que ce qu'ils nous disent est totalement vrai. On aura au moins une traçabilité, nous, en France, du passage de ces personnes avec cette somme d'argent. C'est pas toujours évident d'avoir autant d'argent devant soi. On est jeune, on n'a pas forcément vu des billets de 100 $ comme on pourrait voir des billets de 500 € sur d'autres contrôles qu'on va faire. On a en face de nous de l'argent avec des gens qui bien souvent sont incapables de justifier de la possession de cette somme d'argent. On a un flagrant délit en fait. On est à ce moment-là révélateur de fraude fiscale, de fraude sociale, de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants, de proxénétisme, de plein de choses. Et c'est ça qui est passionnant. Ce matin, sur le patrouilleur garde-côte de Boulogne-sur-Mer, l'équipage est à pied d'œuvre de très bonne heure. 3 marins plongeurs finissent de s'équiper car Daniel, leur commandant, vient de faire stopper un porte-conteneur dont il souhaite faire inspecter la coque. Le navire arrive tout droit d'Amérique du Sud et doit décharger ses conteneurs au Havre dans quelques heures. Avant de le laisser regagner le port, les douaniers veulent s'assurer que le bateau n'a pas servi aux trafiquants de drogue pour ce qu'ils appellent de la fraude immergée. C'est le genre de bateau où les commandants ne savent même pas en dessous ce qu'ils peuvent avoir. Parce que sous une coque, il y a 2 possibilités. Alors, il y a des caches naturelles dans le puits de Jaumière, ce qui s'appelle la mèche du safran à l'arrière. Il y a un espace naturel vide où on peut en mettre pas mal. Après, la deuxième méthodologie des trafiquants, c'est de mettre des torpilles sur les quilles anti-roulis avec des serre-joints. Et le commandant, tout ça, il est pour rien, il n'est même pas au courant qu'il transporte de la cam. Là-dessus, ils sont assez coopérants, donc ça va. Jean-Claude, derrière. Les douaniers ont récemment renforcé les contrôles sur la fraude immergée. Car il y a quelques mois, ils ont arraisonné ce cargo libérien en provenance du Venezuela. Dans le puits de Jaumière, les agents ont retrouvé plusieurs sacs étanches contenant un total de 258 kilos de cocaïne, soit 15 millions d'euros de marchandises perdues pour les trafiquants. Si les commandants de navires de commerce acceptent volontiers de stopper leur moteur et de perdre ce temps précieux, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes les premières victimes de ce type de fraude. En cas de découverte de produits stupéfiants, ils savent que leur responsabilité peut être engagée et que les sanctions encourues peuvent atteindre 10 à 15 ans de prison. Tu récupères tout le monde là ? Fin de contrôle pour les hommes de Daniel. Car en mer, les gardes-côtes n'ont pas les moyens de contrôler l'intérieur des containers. Cette mission est réservée au service douanier du port du Havre, sur lequel est implantée une cellule de ciblage. Chaque année, ils ont à surveiller 2 400 000 containers qui transitent par ce port de commerce. Au moindre soupçon, les containers sont soumis au rayon X de ce scanner. En quelques minutes, les douaniers obtiennent une radiographie précise de leur chargement. L'analyse de ces images permet ainsi de déceler toutes sortes d'anomalies. Lors du contrôle auquel nous assistons, les douaniers vont d'ailleurs remarquer une forme inhabituelle à l'arrière de ce conteneur de crevettes surgelées.
À cet instant, nous sentons naître un véritable doute. Alors, on a un doute, il faut le lever. Donc ce camion doit passer au poste d'inspection frontalier qui est tenu en commun par les services vétérinaires et la douane. Ce service, lors du contrôle physique de cette marchandise, c'est-à-dire les crevettes, va vérifier s'il n'y a pas éventuellement la présence d'autres marchandises qui n'auraient pas été déclarées. À l'ouverture du conteneur, les agents découvrent une valise en cuir noir posée à même le sol devant la marchandise. Ça correspond à ce qu'ils ont vu à l'imagerie. Hein. Le conteneur en lui-même, il est homogène. C'est pratiquement des cartons qui sont tous identiques. Et puis à l'arrière, ils avaient un doute. Là, tu vois, c'est confirmé. À l'intérieur, plusieurs blocs noirs cellophanés. Un mode de conditionnement caractéristique du trafic de stupéfiants. Apparemment, ça a l'air d'être, je dirais, soit de la résine compressée, ou alors peut-être de la cocaïne. C'est bien la première fois. Pourtant, on apporte des crevettes, mais alors là, voir ça au poste, ah oui, c'est quand même... c'est impressionnant. Une simple valise à l'arrière d'un conteneur. La découverte est surprenante. Pourtant, cette technique de fraude est bien connue des services douaniers. Elle porte même un nom, le rip-off, la fraude à l'arrachage. La plupart du temps, le rip-off consiste tout simplement à passer des sacs derrière les portes de conteneurs et devant la marchandise. Ce qui fait qu'il est très facile de récupérer ces sacs pour une organisation de fraude dès lors qu'elle dispose de complices, soit dans les ports, soit durant le transport. Et c'est de la blanche, hein, on dirait de la cocaïne, hein, regarde. Il y a combien Il y a 12 pains comme ça, hein, donc ouais, il y a une douzaine de kilos, hein, je pense. Hein. Si c'est ça, c'est beau, hein. Super affaire. Belle affaire. Très bien. On va faire 2 prélèvements d'échantillons et on va envoyer ça au laboratoire. On aura les résultats rapidement et après on va pouvoir démarrer la procédure. En matière de stupéfiants, la douane enregistre une année record avec une hausse de 37% des quantités saisies. Dans ces cartons, 231 kg de cocaïne révélés par le scanner, soit plus de 2 millions de doses qui ne seront pas consommées en France. Le port du Havre, ce sont aussi quelques records en matière de saisie de contrefaçon. Des articles et vêtements de sport, des accessoires de téléphonie mobile et d'informatique, et parfois, bien plus grave, des médicaments et des compléments alimentaires. Au-delà des intérêts économiques, c'est bien la santé des consommateurs que la douane protège. Bravant la pluie incessante qui s'abat sur la côte basque, Christine et ses collègues motards se sont placés au péage avec un maître chien anti-stupéfiant. Le premier véhicule arrêté est une voiture hollandaise avec 3 individus à bord. Christine prend le chauffeur à part pour l'interroger. Donc là, vous partez au Maroc voir votre père qui est malade, c'est ça? Oui, et moi et mes amis, ils l'ont arrêté à Malaga pour le... Ah oui, ils ne viennent pas avec vous au Maroc. Qu'est-ce que vous faites comme profession, monsieur? Moi? Oui. Je suis malade. D'accord, ok. Un chômeur au volant d'une voiture de luxe, un couple de Hollandais en route pour Malaga, au lieu de la prostitution espagnole, la situation est plutôt confuse. 1 900 € en liquide sont retrouvés sur la jeune femme, déclarée elle aussi sans emploi. Et pour finir, un peu d'herbe de cannabis. Malgré cette découverte, le chien anti-stupéfiant n'en trouvera pas plus. Alors, 1 gramme d'herbe de cannabis. Alors, beaucoup de paperasse pour pas grand-chose, quoi. Néanmoins obligé de le faire? Oui. Oui, parce qu'on a constaté. Donc, c'est interdit. C'est jamais inutile puisque ça enrichit nos bases de données. Parce qu'aujourd'hui, elle a 1 gramme, cette personne, peut-être que demain, elle aura 1 kilo. Dans nos procédures, on marque aussi le véhicule qui a servi au transport des personnes. Parce que bon, là, ce sont des gens qui sont en transit, mais c'est toujours utile pour des collègues de savoir que sur cette voiture, il y a eu un contentieux de réaliser. Dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants, les douaniers sont de fait plus souvent confrontés à des consommateurs qu'à des trafiquants. C'est toute la problématique du ciblage des véhicules. Même sur un axe porteur comme l'autoroute A1, Stéphanie sait qu'elle doit être patiente et ne pas épuiser son chien sur n'importe quel véhicule. Bonjour, messieurs, service des douanes, provenance et destination, s'il vous plaît. Alors, destination, Bruxelles. D'accord, vous êtes avec la voiture devant? Oui. Je dirais qu'on fonctionne quand même beaucoup au feeling. Hein. Tout va dépendre de, des questions, de l'attitude des personnes, leur trajet. Donc il faut aussi qu'il apprenne à être patient et à être réactif. Au moment où je lui demande de sortir du véhicule, il doit sortir et faire son travail.
à quel niveau sur l'air? Au niveau du restaurant de Vémarouet. Après, on arrive. Fini l'attente pour Vegas. Stéphanie est appelée en renfort de l'autre côté de l'autoroute pour contrôler 3 jeunes de retour de week-end en Belgique. La destination est connue pour sa permissivité en matière de consommation de drogue douce. En Belgique, la quantité tolérée de cannabis ou d'herbe est de 3 grammes par adulte. En mordant ce bagage de la sorte, le chien indique une présence possible de produits stupéfiants. Dans la valise, pas de drogue, mais Vegas ne s'est pas pour autant trompé. L'odeur qu'il a détectée provient de quelques accessoires appartenant au chauffeur. Ça c'est un grinder, voilà ce qui sert à écraser l'herbe pour en faire leur joint. Le chien nous dit plus qu'il y a l'odeur plutôt que de nous dire sûr il y a du produit. Et il ne va pas faire la différence entre petite quantité et grosse quantité, ce sera le même marquage. Moi d'un point de vue douanier, ce qu'on fait là, ça ne m'extasie pas. Voilà. Moi je cherche vraiment la grosse quantité. Donc là après je fais mon travail de douanière et de maître chien anti-stup. En France, la consommation de drogue douce, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, est une indiscutable réalité. Un phénomène de société dont les douaniers sont les premiers témoins. Sur cette aire de repos, les motards surprennent un jeune conducteur alors qu'il s'apprêtait à fumer un joint dans sa voiture. C'est que j'allais fumer maintenant, monsieur. Vous en avez d'autres dans la voiture? Non. Parce qu'on va passer le chien. Je sais bien. Quelques minutes plus tôt, les motards ont dressé un procès-verbal à une consommatrice hollandaise pour une faible quantité d'herbe. Bon, vous en avez d'autres, c'est sûr. Mais face au jeune homme très inquiet, Christophe et Christine vont utiliser la procédure du passé outre, un simple rappel à la loi avec confiscation du joint. Quand on a affaire à des jeunes gens qui pourraient être nos enfants, voilà, on se met aussi à la place des parents. Si c'est un passage par la case de justice, bon, ils ont leur casier judiciaire, on peut attacher. Et bon, pour une petite bêtise, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'hypothéquer tout leur avenir? Donc je pense qu'il y a ce rôle aussi un petit peu éducatif qu'on a. On a la possibilité de le faire et je pense que tous les collègues apprécient cette attitude que la justice nous a donnée. Entre fermeté et indulgence, les douaniers terminent leur journée en espérant qu'ils ont fait les bons choix. Moi, je suis choquée. Comme d'habitude. Je suis... Filme pas. Laisse. Et non, mais c'est même pas vrai en plus. Jamais il me la rentre. C'est difficile, Christine, d'être une femme ici? Au début, ça a été difficile parce que c'était des mentalités à changer et c'est vrai que ça n'a pas été facile, c'était très compliqué même. Mais des collègues ont changé et les mentalités aussi et ça évolue comme tout, heureusement. C'est quoi ce secret? Je sais pas, c'est avoir du caractère, pas se laisser marcher sur les pieds dès le départ et puis... Et savoir continuer. Ouais, faut leur faire à manger. Faut leur faire à manger, ils adorent ça. Ça sent bon, hein? J'espère que ça sent bon. Ils sont trop forts, ces maîtres chiens, ils sont trop forts. Moi, je travaille et eux, ils font la bouffe. Le soir même, une partie de la brigade est invitée chez Christine. Quels que soient les résultats de la journée, tous apprécient de se retrouver pour partager un peu plus que le travail. Oui, et ça fait partie de notre vie, aussi bien professionnelle que privée. On a besoin de se retrouver tous ensemble, ça fait partie de notre façon de vivre, voilà. Tiens, Alex, tu pars avec ça. Je mets tout dans le même plat. Une fois à table, Christine finit par évoquer son parcours. Ses débuts à l'âge de 19 ans et le moment fatidique où il faudra arrêter sa spécialité motocycliste. Il y a très longtemps, je me disais à 40 ans j'arrêterai, puis après jusqu'à 45, là, je me rapproche des 50 et je suis toujours dessus, quoi. Christine, en tant que motocycliste, elle a largement sa place, elle le sait, c'est pas la première fois que je lui dis, c'est clair. Elle fait largement son travail. Il y a là toute sa place. J'ai autant confiance en elle qu'en n'importe lequel de mes autres collègues motards, ça c'est sûr. Je crois que je suis reparti pour 5 ans. Aurélie a entamé son 3e mois de stage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nous l'avions quittée en pleine phase d'observation, profitant de l'expérience de ses collègues. Aujourd'hui, la jeune femme doit absolument acquérir de l'autonomie dans son travail.
Vous arrivez d'où, s'il vous plaît? Roissy, c'est le brassage de multiples cultures et particularismes. Faire appliquer les lois de la République au sein de ce lieu de transit n'est pas une chose évidente lorsque l'on a 24 ans. On en a en France aussi. Ah bah oui, pas un fer à repasser. Vous avez la facture? Face aux passagers, Aurélie est plus active et plus sûre d'elle. Certaines situations lui sont déjà plus familières que d'autres, comme la saisie de marchandises périssables interdites à l'importation. Dans ce sac, c'est quoi que vous avez, monsieur? Des bâtons de manioc. Le manioc, c'est autorisé? Oui, 2-3 kilos, quelques kilos. Par contre, la viande, non. Donc ça, on va vous le garder, et on va le peser. Vous allez juste avoir un bordereau à signer comme quand on vous l'a saisi. Vous voulez pas goûter un peu? Ah non, ça ira. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passagers qui ramènent de la nourriture et c'est interdit à l'arrivée en France. Et c'est ce que j'ai fait le plus depuis que je suis arrivée, quoi. Le rose, c'est bien pour monsieur. Ouais. Voilà, c'est bon, monsieur. Une douzaine de cartouches de cigarettes et de produits cosmétiques interdits viennent d'être découverts dans les bagages d'une passagère. Aurélie en profite pour s'exercer à la rédaction des actes de procédure. Un travail qui exige la plus grande rigueur. Du coup, pour la crème, c'est quoi la nature de la fraude? Bon, on mettra après. À l'école, on avait beaucoup de temps pour les rédiger et là, quand on est sur une affaire, il faut que ça aille un peu plus vite, quoi. Le passager n'est pas là pour rester une journée entière à attendre qu'on fasse la procédure, donc avec l'appui des collègues, ça va un peu mieux. On demande à Kevin parce que... Elle n'est pas autonome, loin de là, mais c'est tout à fait normal. 2 mois et demi, c'est peu pour mettre en pratique en fait des connaissances, pour découvrir un milieu aéroportuaire qui est quand même complexe. Je pense que la première qualité que je lui reconnais à l'heure actuelle, c'est une pugnacité et une envie. Le fait d'être visiblement à l'aise dans son travail, de se faire plaisir quand elle le fait, c'est évidemment le b.a.-ba, quoi. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on montre ce dont on est capable. La titularisation, elle n'est pas gagnée, comme notre chef nous l'a dit. Il faut qu'on travaille dur pour faire nos preuves. Fin de service pour Aurélie. Lorsqu'elle retrouve son compagnon Michael, il est près de 21h. C'est long la journée. Ça, T'as fini à quelle heure? pas très longtemps. C'est intense, c'est des grosses journées, quoi. On travaille 12 heures. Et voilà, quand on rentre le soir, on mange, on regarde un peu la télé, et puis voilà, c'est l'heure d'aller se coucher parce que le lendemain, on reprend tôt. Et c'est un rythme à prendre, mais on s'habitue petit à petit. Les couverts et Michael est lui aussi douanier. Actuellement en stage à la Gare du Nord, il assure des missions de sûreté et de contrôle sur quai. Un travail visiblement plus exposé que celui d'Aurélie. On peut toujours tomber sur des personnes qui sont vraiment dangereuses, quoi. Certains peuvent planquer des armes, des couteaux sur eux et on s'en rend compte que lorsque on leur fait la palpation. ça peut... C'est plus intéressant. Ça peut être... Pour toi, oui, ça peut être plus intéressant, mais je pense que ça peut être aussi très vite dangereux, quoi. À Roissy, on peut dire qu'on est un peu plus en sécurité. On est à l'arrivée des passagers, on sait que leurs valises ont été contrôlées au niveau de la sûreté, quoi, qu'il n'y a pas d'armes et tout ça. On est un peu plus rassuré. Après, dès qu'on sort dans les halls et tout, tout peut arriver. Ces rapports difficiles avec la population, les douaniers les vivent au quotidien. Du fait de leur pouvoir de fouille étendu conféré par le Code des douanes, les agents sont souvent plus intrusifs que la police ou la gendarmerie. Un état de fait qui n'est pas toujours bien vécu par les personnes contrôlées. Sur l'autoroute A10, Stéphanie et ses collègues viennent de rabattre un véhicule pour ce qui devrait se dérouler comme un simple contrôle de routine. Monsieur, bonjour, c'est le service des douanes. On va faire un contrôle de véhicule, monsieur, vous mettez au niveau de la roue avant, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Arrêtez de filmer. Vous êtes titulaire d'un passeport? J'ai pas envie d'en voir. C'est où? Monsieur, votre valise, elle est rangée correctement, d'accord? Quand vous dérangez, vous rangez tel que c'est. Vous faites pas chier, quoi. Oh, vous êtes poli, monsieur. Vous faites attention. Mais c'est bien compris, monsieur. C'est ce que j'ai envie de dire. D'accord? Non, mais les injures, par contre, vous n'avez pas le droit, monsieur. Voilà. D'accord? Alors, vous vous calmez. Foutez le bazar, il n'y a pas de problème. Et quoi? Et quoi? Sur un autre ton, monsieur. Repassez devant le véhicule, s'il vous plaît, maintenant. Merci. On parle toujours, vous nous contrôlez au faciès, pourquoi moi? Voilà, vous n'avez pas autre chose à faire, il y a plein d'autres personnes à contrôler. Ça c'est vrai? Voilà. Contrôler au faciès? On est obligé de contrôler au faciès, mais au faciès du conducteur, au faciès du véhicule.
Enfin voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte pour arrêter un véhicule. Après, il faut avoir sa conscience pour soi. Hein. Ici, on contrôle toutes sortes de personnes, jeunes, vieux, issus de toute origine, donc voilà. Bonne journée, monsieur. Prudence sur la route, monsieur. L'homme n'avait pourtant rien à se reprocher. Son excès d'humeur n'a fait que prolonger sans raison le contrôle des douaniers. C'est un métier qui est plus difficile l'hiver? Bah oui, bah, c'est sûr, hein. Mais bon, on n'est pas les seuls à travailler dehors, hein, donc on va pas se plaindre. Les gars, il a l'air d'aimer en tout cas. Oh, lui, il adore ça, hein, mais il a grandi en Haute-Savoie, donc la neige, il connaît. Hein. Allez, viens, on y va. Il est censé venir normalement. Allez, viens. Au pied. Allez, viens. 5, 6, 7, 8. Avant chaque nouveau départ en mer, les marins du patrouilleur garde-côte doivent se plier à une séance de sport et de technique professionnelle. En tant que commandant, Daniel participe et donne l'exemple, quitte parfois à se faire malmener. C'est bon, changez. Ah, ils ménagent pas leur commandant. Changez. Tu vas ramasser là. Qui sert à garder des réflexes, des automatismes qu'on perd. Nous, en tant que commandant, chef mécanicien, on les a un peu moins parce qu'on va moins au contrôle que les agents, mais les agents, c'est important pour nous. On souffre, mais on souffre. On souffre et on souffre. Mais on participe. 4. Quand le commandant, lui, se donne la peine de venir, donc il y a un message qui est envoyé, qui est assez fort. C'est je suis l'autorité, je représente l'autorité, et moi je pratique comme les autres ce que font tous mes collègues. Donc ça nous facilite la tâche en tant que formateur. Voilà. Salut Pierrot. Salut. Comment vas-tu? Et toi? Ça va. Ça a été ta semaine? Bah oui, ça a été, à part quelques problèmes techniques en début de mission. Encore? Puis, ouais, bah, comme d'habitude, le témoin. C'est un symbole pour lui. Quand on donne ça, lui il est tranquille. C'est plus lui qui doit répondre. Ouais, c'est ça. Je peux pas vous dire à quelle heure on va se coucher cette nuit, je peux vous dire à quelle heure on va manger, je peux pas vous dire comment que ça se passer. Je sais qu'on va appareiller en début d'après-midi, et après c'est prévu de rentrer dans 7 jours, et c'est tout. Il n'y a pas de routine dans notre métier. On sait pas quelle sauce va être mangée. Non, voilà. C'est un petit peu l'aventure. Le Jacoudard Fourmentin appareille sans tarder. Les douaniers garde-côte quittent Boulogne-sur-Mer avec pour objectif de rejoindre la baie de Seine, un peu plus au sud. Leur centre opérationnel y a prévu une mission de contrôle renforcée sur cargo. De retour au Havre, Philippe a rejoint la brigade de surveillance aéromaritime dans le cadre de cette même mission. Notre pilote instructeur va travailler en étroite collaboration avec les gardes-côtes, un retour régulier à l'opérationnel qu'il recherche et revendique. Alors j'aime garder contact avec le terrain et ça va au-delà d'aimer garder le contact, c'est une obligation. Aujourd'hui on ne peut pas se mettre à former des pilotes et puis ne pas s'enquérir de savoir si ça correspond aux besoins opérationnels. Il faut accepter de temps en temps de repasser dans le siège de simples pilotes pour comprendre leurs difficultés. Pour moi c'est capital. Dans les flux de navigation, chacun va tenter d'identifier des cibles potentielles, en particulier les cargos très vétustes. Les bateaux épaves, comme les douaniers les appellent, sont en effet plus fréquemment utilisés pour le transport de marchandises de fraude. Depuis le patrouilleur, Daniel vient de repérer un cargo russe correspondant à ces critères. Un survol de l'hélicoptère confirme l'état délabré du navire et permet un premier coup d'œil à sa cargaison. Du bois de construction, un chargement de faible valeur, ce qui est un critère de ciblage supplémentaire pour les douaniers. Daniel fait préparer son équipe. Pour la sécurité de l'ensemble de l'équipage, tout le monde est armé, c'est la règle. Les gens sont déjà un peu plus coopérants, on est armé quoi. Ouais. Ça fait partie du boulot. Daniel confie les commandes du patrouilleur à son commandant en second. Aujourd'hui, il s'accorde enfin la possibilité d'accompagner son équipe. Redevenu simple douanier, il va pouvoir donner libre cours à son instinct de chasse. On y va les gars? Daniel prend en charge la fouille des extérieurs et commence par les canaux de survie, eux aussi d'une rare vétusté. Ouais, pour le voir. Putain, il y a combien de temps qu'ils l'ont pas ouvert leur truc? Tu me dis pas la galère, hein? Ouais.
des rations, 9 barres de céréales, date de péremption, avril 2011. Ouais. Quand on voit qu'ils sont même pas capables d'entretenir un canot de sauvetage, c'est quand même plus important sur un bateau. Hein. Si le jour où il leur arrivera un problème, il ne faudra pas qu'ils se plaignent. Mais ce sera encore nous qu'on appellera en pleine nuit. Que ça soit le commerce ou la pêche, il y a des fois, on tombe sur des trucs assez surprenants. Mais on n'est pas habilité à stopper un bateau parce qu'il est dangereux à navigation. Mais on fait un rapport, après on saisit un inspecteur des affaires maritimes qui va venir constater, et lui, il arrêtera. It's okay, sir. Comme l'exige la procédure, Daniel et ses hommes se lancent dans une visite complète du cargo. Aucun espace ne doit échapper à leur vigilance. Sur un tel navire, les caches possibles sont multiples et peuvent servir à tout type de fraude douanière. Après 2 heures de recherche et face à l'ampleur de la tâche, Daniel va demander de l'aide. Ça serait bien que tu appelles le PC là, pour qu'il nous envoie un hélico avec un chien si c'est possible. Très bien, je les préviens et j'appelle l'hélico. L'équipe de maître chien demandée par Daniel embarque immédiatement à bord de l'hélicoptère de Philippe. Le patrouilleur est à moins de 10 minutes de vol, le temps nécessaire pour préparer l'homme et son chien à être élitreillés directement sur le cargo. C'est une opération assez dangereuse vu que le bateau est au mouillage, parce que l'hélico préfère faire des élitreillages sur des bateaux en mouvement. Là, il va devoir faire du stationnaire, il y a un petit peu de vent. Et l'endroit où on va faire déposer le chien, c'est pas vraiment tout à fait plat. C'est pour ça qu'on est en train de sécuriser la zone où il faudra déposer le maître chien avec son chien. Tout au long de l'année, les équipages se forment pourtant à ce type d'exercice. Nous avions d'ailleurs suivi Philippe lors d'un stage de formation pour treuillistes. Au milieu du golfe de Saint-Tropez, ces stagiaires avaient élitreillé des plongeurs sur le pont de cette vedette de secours en mer. Un exercice délicat, mais facilité par le fait que l'embarcation soit en mouvement. En calant sa vitesse sur celle du bateau, l'hélicoptère évite aux treuillistes les perturbations provoquées par le vent. Au Havre, comme le soulignait Daniel, le cargo russe est à l'arrêt. Il est cependant de bonne taille, ce qui rend Philippe plutôt confiant. Sur des bateaux comme ça, suffisamment gros, c'est pas une grosse difficulté. C'est juste à prendre en compte. On est en train d'analyser la chose. Ouais, donc le bateau, on va patrouiller au milieu. On va déposer notre équipe maître chien pile au milieu du bateau. Tu mettras le treuil sur marche. Si tu veux, ouais. Le treuil est sur marche. Si je prépare le maître chien, je le mets au bord, il est prêt. Avant 2 ou 3 mètres, on est vertical, tu bouges plus. Je sors le maître chien. Ok. Le maître chien au niveau du patin, toujours vertical. À droite d'eau 2 mètres. À droite d'eau 1 mètre. Stop pour la droite verticale. Le maître chien est au sol. Je remonte tout. Je dégage le bateau. Et tu peux dégager à droite. À notre grande surprise, le chien qui vient d'être élitreillé est spécialisé dans la recherche d'armements et d'explosifs. Une spécialité étonnante, mais Daniel a en effet pour mission de rechercher sur de tels cargos toute arme prohibée. On estime aujourd'hui à 500 millions le nombre d'armes légères détenues illégalement dans le monde. Un trafic en perpétuelle augmentation depuis l'éclatement du bloc de l'Est, principale source d'approvisionnement. Les équipages des navires sont donc systématiquement questionnés par la douane au sujet des armes. On sait que sur certains bateaux qui fréquentent les mers un peu dangereuses, Somalie et tout ça, qui sont armés. Donc en posant la question en arrivant, ils nous le disent, il y a une arme, ça nous arrange. On préfère qu'ils nous le déclarent que de la trouver. C'est déjà arrivé, on a déjà fait une saisie de Kalachnikov et puis de munitions. La passerelle était blindée, mais on a retrouvé des armes. On avait posé des questions. Il avait dit non, j'ai rien. Et après, le commandant a reconnu que c'était des armes qu'il avait pour lorsqu'il a des réunions en pleine mer, pour son patron qui veut être protégé, mais qu'il aurait dû les débarquer lorsqu'il est rentré dans nos eaux, quoi. En une trentaine de minutes, le chien va faire le tour complet du cargo, économisant aux hommes de Daniel des heures de recherche. Malgré les moyens déployés, le contrôle du navire va se révéler négatif en tout point. Ce cargo, qui semble avoir traversé les âges, a pourtant tout de suite rappelé à Daniel ce qui reste à ce jour sa plus grosse affaire. Ah, ça me ramène un peu en arrière, là, ouais. Parce que là, on rappelle la belle saisie du Nemo, qu'on avait fait 23 tonnes, c'était à peu près un bateau comme ça. Ouais. Mais rustique comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Hein. 23 tonnes de quoi? De résine de cannabis.
Comment s'était passé cette affaire? Comme toute affaire, un travail d'équipe avec l'hélico, un ciblage, une interception, un déroutement et une fouille qui a porté ses fruits. Le Nemo, c'est la saisie record des gardes-côtes de Boulogne-sur-Mer. L'affaire que tous les douaniers rêvent un jour de faire. Sur le marché de la revente, cette incroyable saisie de 23 tonnes représenterait aujourd'hui un butin de 45 millions d'euros. T'as même Lady Marlène qui chante derrière, quoi, pour te faire mettre dans le... Daniel ne sait pas s'il refera un jour un contentieux comme celui-ci. Il quitte le cargo russe un peu nostalgique. Devant l'As, Icaro, Turcoa, le 8 et Florent Guy tentent de réaccélérer. Icaro qui progresse à la corde de plus en plus fort maintenant. Le 3 Cristolo tente de rester avec eux, mais c'est l'As Icaro qui prend très facilement le meilleur à 100 mètres du but. L'As Icaro, malgré une selle qui... Celle qui monte Icaro et qui remporte sous nos yeux le prix du colonel Marlin sur l'hippodrome d'Anguin, c'est Stéphanie. En parallèle de sa carrière en douane, notre maître chien anti-stupéfiant voue une véritable passion aux chevaux de course. Et pour cause, elle a passé toute son enfance à 2 pas d'un hippodrome. 2 fois par semaine, Stéphanie entraîne les chevaux d'une prestigieuse écurie de Maison Lafitte. Un travail bénévole, mais particulièrement risqué. Hey, attention là! Ces chevaux sont des sportifs de haut niveau. Avec eux, Stéphanie nourrit largement son goût du risque. Oui, moi je suis casse-cou, j'ai 10 ans de judo derrière moi, je dois avoir un peu plus de 10 ans d'équitation maintenant, j'ai un boulot qui bouge, donc j'ai besoin d'adrénaline pour vivre. C'est dans mon caractère, j'ai besoin de sentir que je fais les choses bien et j'ai besoin de les faire à fond surtout. Regardez la Clio blanche au volet qui passe sur la 3e voie. Elle est peut-être nous intéresser un petit peu, donc on va y jeter un coup d'œil. Le véhicule que Stéphanie et ses collègues ont repéré roule à plus de 170 km/h. Les douaniers le rabattent sur une aire d'autoroute et débutent leur contrôle par les palpations d'usage. Face à ce type de situation, ils ne veulent prendre aucun risque. La vitesse, oui, est un critère de ciblage, étant donné que vous êtes censé rouler à 130 sur l'autoroute. Tout véhicule qui roule comme ces individus-là à 170 km/h et plus, faut déjà se poser la question pourquoi est-ce qu'ils roulent à cette vitesse-là. Les 2 hommes se savent en infraction au code de la route et avouent même être consommateurs occasionnels de cannabis. De toute façon, vous savez, moi j'ai un budget poids et j'ai un budget stage. Et vous avez un budget chichon aussi, c'est bien. Voilà, tiens. Bah ouais. Chacun ses priorités. Hein. Il y a toujours des précédents de véhicules qui roulent à des vitesses pas possibles et effectivement qui sont chargés de stupéfiants. C'est ce qu'on appelle les go fast. Nous, en unité comme ça, on n'a pas forcément les véhicules adaptés. On a malheureusement un collègue motard qui est décédé suite à la poursuite d'un véhicule. Donc voilà, les individus maintenant prennent de plus en plus de risques. Donc c'est un métier qui devient un petit peu dangereux quand même. Le danger évolue, les trafics évoluent, les trafiquants évoluent. Et lundi soir, il y a 2 collègues qui ont été renversés par un véhicule à un péage. Voilà, je veux dire, malheureusement, c'est un danger qui fait partie de notre travail. On est obligé de vivre avec. Hein. Les go fast, aussi dangereux pour les trafiquants que pour les agents de la douane, ces transports de drogue à grande vitesse sont devenus la hantise des douaniers. Face à de telles pratiques, les douaniers doivent en permanence s'adapter. Les pilotes d'hélicoptères fraîchement recrutés sont d'ailleurs formés aux techniques de filature sur autoroute. C'est lors d'un exercice de ce type que nous retrouvons Philippe, pilote instructeur, et son stagiaire. Ah, il ne faut pas que dans un de ces rétroviseurs, il nous prenne. Tu montes un peu. On sera entre le soleil et le gars. D'accord? Tu ne descends pas, on est descendu depuis tout à l'heure, tu remontes un petit peu. Je vais pas tarder à perdre le visuel. Moi, j'ai le visuel. Tu vas le laisser, il va revenir dans tes pieds bientôt avec ce système-là. Le conducteur de Go Fast roule très très vite, respecte rien. Il est très difficile de l'appréhender. Donc on est souvent en couverture sur un dispositif. Et voilà, donc c'est un dispositif intéressant et peu connu des pilotes que l'on recrute. Donc il y a une phase de formation. En aéronautique, la sécurité est une priorité. Les accidents sont rares mais souvent mortels. Philippe a lui-même connu des situations particulièrement délicates. Moi j'ai connu dans ma carrière un feu réel de tableau de bord en vol de nuit. Donc c'est quand même critique par les nuisances de fumée, d'odeur, de ne plus avoir d'informations du tout. Et
par nuit noire, mais celle où on voit où l'entraînement, ça diminue énormément le stress. Pour parer à ces risques, Philippe doit s'assurer que les pilotes sont capables de contenir les réactions de leur hélicoptère en toute situation. Pour instruction, pas de moteur. Pas trop cabré, pas trop cabré. Lors de ces tests, les stagiaires ont une obligation de réussir. J'ai pas le sentiment d'exercer un métier dangereux. Le danger est calculé et en permanence à l'esprit, donc on est prêt à réagir pour toutes les situations. C'est sur cette base école interarmée du sud de la France que Philippe forme les pilotes qu'il recrute. Tous sont d'anciens militaires et viennent chercher en douane une poursuite d'activités opérationnelles. Philippe a lui-même suivi un parcours identique et il en garde quelques précieux souvenirs. Alors ça, c'est mon premier casque de vol, avec un tas de petits souvenirs. Tous les pilotes aiment bien récupérer toujours des petites pièces, des morceaux de leurs aéronefs. Vous avez un manche d'Alouette 2 sur lequel j'ai appris à piloter. Et mon paternel m'a regroupé tout ça, et ça rappelle des souvenirs. Voilà. On y tient beaucoup. Je crois que tous les pilotes sont attachés à leur casque de vol. Avec comme ministère de tutelle celui de l'économie et des finances, la douane est avant tout une administration fiscale, soucieuse de protéger les recettes de l'État. Stéphanie a beau être maître chien anti-stupéfiant, ses contrôles débouchent régulièrement sur des découvertes de produits fortement taxés en France, importés illégalement de l'étranger. Oh, sur 6 cartouches, moi déjà. Donc vous en êtes sûr, c'est Tenerife que vous habitez, que vous arrivez, d'accord? C'est ça. 7 et 8. 462 tonnes de tabac ont ainsi été saisies l'an dernier. Un petit jeu de cache-cache avec les autorités auxquelles les Français excellent et un manque à gagner considérable pour l'État français. À Bayonne, Christine est très souvent confrontée à ce type de contentieux. Sur les petites routes du littoral, elle et ses collègues motards sont à l'affût des automobilistes soucieux de passer discrètement la frontière franco-espagnole. En matière de cigarettes, les prix attractifs pratiqués en Espagne incitent parfois à franchir les limites légales. Au moindre doute, les motards interviennent. Ouais. On va aller voir. On part derrière un véhicule parce qu'il a tourné. La quantité de tabac autorisée à l'importation diffère selon la provenance et le mode de transport. Un véritable casse-tête pour les fumeurs. D'autant que la réglementation est de plus en plus draconienne. Vous éteignez le moteur, s'il vous plaît? Bon, il faut la ramener, celle-là. D'accord. Il y a 10 cartouches. Vous connaissez la réglementation? Oui, c'est 5 cartouches par personne. Non, c'est 5 cartouches par véhicule. Hein. Voilà. Je ne savais pas. Je pense que les gens, d'abord, ils voient leur intérêt financier et puis le reste après. Il y a beaucoup de gens qui habitent pas très très loin. Je dirais dans les 200, 250, 300 km aux alentours. Les gens qui viennent chercher leurs 5 ou 6 cartouches de cigarettes, s'ils peuvent en ramener 20, ils le feront. Après, c'est un jeu. Hein. Ils se font attraper, ils ne se font pas attraper, tant mieux ou tant pis. L'approvisionnement illicite de cigarettes est aussi et avant tout un trafic à grande échelle. De retour à sa brigade, Stéphanie découvre la saisie que ses collègues viennent de réaliser sur l'autoroute A13. Eh bien, écoute, ça en fait là 146. D'accord, ils sont deux, c'est ça? Ouais, 2 gars à bord. On a trouvé 2 valises à l'intérieur, pleines de cigarettes. D'accord, les cigarettes, ils ont dit que ça venait d'où? Sénégal. Ça marche. Je prends Rodolphe avec moi? Ouais. Stéphanie va passer le reste de la nuit à auditionner les deux revendeurs. La lutte contre les stupéfiants attendra sa prochaine vacation. Le trafic de cigarettes n'est fort heureusement pas la seule cause d'affluence touristique au Pays Basque. S'il est d'ailleurs une tradition du sud-ouest que Christine ne raterait pour rien au monde, ce sont bien les fêtes de Bayonne. T'es où? Pendant plus de 15 ans, notre motarde a travaillé sur la région parisienne et la Côte d'Azur avant de pouvoir être muté dans sa région natale. La voilà, la voilà, la voilà. Ah. Depuis ce jour, elle savoure pleinement la joie de vivre et la convivialité du Pays Basque, dont les 4 jours qui s'annoncent sont l'apogée. Au fait de Bayonne. Ouais, au fait. La tienne, maman. À la tienne. Pour la postérité. À la tienne, mon papa. On peut pas ne pas venir, c'est pas possible. On est obligé. Il faut venir au moins une fois dans sa vie, voilà. Christine démarre ses fêtes aux côtés de ses parents. L'occasion d'interroger le papa de la première femme motarde sur le parcours singulier de sa fille. J'ai toujours suivi sa carrière. Quand je pensais des fois à ce qu'elle faisait, connaissant un petit peu la moto et le milieu de la moto, j'avais un peu la trouille quand même. Enfin bon, elle s'en est toujours bien tirée.
c'est tout à son honneur. Elle a toujours envie de progresser. Mais j'ose pas dire trop de choses sur elle parce que ce serait la flatter, puis je voudrais pas trop la flatter, quoi. Donc là, c'est du bazin. Madame, vous transportez beaucoup de bazin? Ouais, j'ai ramené. Ça, il y a dans le sac? Et dans les autres aussi? Ouais. Là, en fait, on est en présence de bazin. Donc, c'est les vêtements typiques africains. Donc là, la dame nous a dit qu'elle avait rien à déclarer. Donc, en fait, on est en présence d'une importation sans déclaration de marchandises fortement taxées. La période de stage d'Aurélie arrive à son terme. Dans quelques jours, elle se présentera devant un grand jury pour obtenir sa titularisation. Forte de ses 6 mois d'expérience, elle a appris à se confronter aux passagers en infraction. Attendez, je vais compter, madame. Je voulais juste regarder. En assistant au contrôle de cette femme mauritanienne, nous mesurons le chemin parcouru par Aurélie depuis son arrivée à Roissy. Vous saviez, madame, que c'était fortement taxé à l'arrivée en France, le bazin? Si je savais, je Vous ne saviez pas? Sur le marché, ça peut atteindre une centaine d'euros chaque ensemble. Donc c'est vrai que nous, on va reprendre pour nos calculs à une certaine valeur et la dame va devoir payer les droits et taxes pour pouvoir les emporter. Écoute-moi bien, ça on a acheté le pièce à peu près. C'est 5 € avec le couture. Et ici, tu vas acheter ça à 20 €, 30 €, 50 €. Par contre, là, j'ai 87 ensemble. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 87 ensemble, c'est énorme. Là, j'ai perdu mon temps, je suis très fatiguée. Et vous prenez tous les bagages, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Aurélie a appris à faire preuve de discernement quant à la situation personnelle des infracteurs. Avec ses collègues, elle va considérer que la femme est de bonne foi et prendre comme valeur de référence 10 € pour chaque ensemble de bazin. 870 €. On a pris ça comme valeur, d'accord? Donc les droits et taxes, quand vous arrivez en France, là, vous allez devoir payer 296 €. D'accord? Et aussi une amende, vu que vous n'avez pas déclaré. Donc au total, il va falloir payer 406 €. Non, c'est pas possible. On a pris le minimum, hein. En tout cas, j'en ai pas. Je suis toute seule avec les enfants. Vous êtes toute seule avec les enfants. Vous n'avez pas du tout d'argent, là. Vous avez voyagé sans argent. Il y a mon évêque qui a dit qu'il va chercher, c'est tout. Mais on peut diminuer, s'il vous plaît, ma fille. Non, on ne peut pas faire moins, madame. Je suis désolée de vous dire ça, mais on n'est pas marché, on n'est pas là pour négocier. Non, vous avez le choix. Soit vous payez des taxes, soit vous ne les payez pas. Soit vous rendez la marchandise, soit vous la rendez pas. Le neveu de la femme se présente au poste de douane. Mais lui non plus n'a pas de quoi payer les 406 € réclamés par les agents. Les bazins sont donc mis sous scellé en attendant le règlement. Quelques heures plus tard, la propriétaire se présentera avec la somme exacte pour récupérer sa marchandise. Donc là, sur ce coup, on a retenu la bonne foi de la personne. Est-ce qu'on a vraiment bien fait? C'est pas quelqu'un qui était manifestement dans la volonté délibérée de tout frauder, même si la quantité, effectivement, nous laisse à penser que, très clairement, c'est pour alimenter un commerce. Après, dans ce cas-là, on est sûr d'avoir l'argent aussi, on est sûr qu'ils vont payer. Là, c'est clair qu'on va pouvoir clore le dossier. Ça éviterait d'avoir un dossier qui aille en justice pour une quantité aussi faible. D'accord. C'est une administration qui donne sa chance à celui qui veut la saisir. Quelqu'un comme Aurélie pourrait, si elle elle en ressent l'envie, le souhait, etc., terminer directrice. Pourquoi pas? Ça s'est vu, c'est tout à fait à la portée d'un agent qui travaille, qui a envie, qui passe des concours et qui se motive. Qu'ils opèrent en avion ou en hélicoptère, les équipages de la douane doivent régulièrement remettre à jour leurs connaissances en matière de survie en mer. Philippe nous a invités à l'un de ses stages. Nous le retrouvons ce matin lors de la reconstitution d'un crash en mer. La pluie est faite? Non. On a reconstitué la nuit. C'est-à-dire qu'ils ont des masques obscurcis, ils ne voient absolument pas l'extérieur. Donc ils essaient de se regrouper par des principes qu'on leur a appris. Ils se mettent en chaîne, ils essayent de se compter, de se regrouper, en écoutant les bruits, en écoutant des directions. Survivre seul dans un milieu hostile, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup moins de chances de survie. Les stagiaires doivent aussi apprendre à affronter le crash en lui-même. Pour ce faire, ils vont être immergés dans un cockpit dont tout l'équipage devra réussir à s'extraire. Je vous demande d'acquérir le réflexe équipage. Même sans air, vous avez encore les 10 secondes pour libérer votre copain, le sortir et pour le retrouver en surface. La vie des copains, elle est basée sur ces 10 premières secondes. Retourner chercher, à part si on est tombé dans 10 cm d'eau, c'est illusoire.
Bon, Nicolas, tu as déjà fait dans la marine, ce truc-là? Oui, oui. Hein? Il y a quelques années. Ça fait quelques années? Bon, ben c'est la même chose. Équipage, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Crash! En douane, il y a eu des crashs, il n'y en a pas eu en mer pour le moment, et tant mieux. Cela étant, l'activité est constamment, enfin prioritairement au-dessus de l'eau, donc il y a une obligation de s'entraîner à ce genre d'exercice. Et bien évidemment, je me sens responsable. Il y a des dizaines de milliers d'heures de vol qui se réalisent tous les ans, et on se dit, s'il arrivait quelque chose, pourvu qu'on ait appris les bonnes choses. Il y a quelques mois, Philippe a permis à un pilote civil handicapé de participer avec succès à l'un de ses stages de survie en mer. Pour cet engagement bénévole, Philippe doit recevoir le prix Pépite, une distinction européenne pour l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Profitant d'une mission de renfort en région parisienne, notre pilote va troquer ce soir sa combinaison de vol pour son grand uniforme. Ce prix, Philippe ne s'y attendait pas. Le besoin d'être utile à la cause des personnes handicapées lui vient de sa carrière militaire. Une carrière jalonnée d'images qu'il n'a jamais pu oublier. Vous savez, vous êtes réveillé à 3 h du matin, vous décollez, vous allez chercher quelqu'un. Cette personne a sauté sur une mine, vous tombez sur un jeune collègue français qui se retrouve d'un seul coup, en quelques secondes, handicapé moteur. Vous aidez les médecins, vous tenez les pertes et vous découvrez avec eux l'ampleur de ce qu'ils vont vivre. Et c'est important d'être là. Alors quand vous proposez de se réinsérer dans l'activité, c'est un miracle pour eux. Et vous, vous êtes content d'y participer et vous communiquez une fantastique énergie. Là, Stéphanie, c'est à chaque vacation? Là, comme on est en 18h, 3h du matin, on est en vacation de nuit, donc on s'équipe pour la nuit et jugé par balle fait partie de l'équipement de nuit. On sait jamais sur qui on tombe et la nuit, la visibilité étant réduite, 2 fois plus de vigilance. C'est sur l'autoroute A10, au péage de Saint-Arnoux, que Stéphanie et ses collègues vont installer leur premier dispositif. Allez, cherchez. Allez, cherchez. Est-ce que vous êtes connu des services de police, douane, gendarmerie? Non? Vous n'avez jamais eu affaire à un service? C'est bien, mais. Monsieur, quand je vous demande, vous le dites. Hein? Ça, quand je vous demande, vous le dites. C'est pas pour moi. Bah, où? Aujourd'hui, j'ai lâché. Ouais, sûrement. C'est bien, mais c'est bien. Une boulette de résine de cannabis, à peine de quoi verbaliser l'individu. Sur les véhicules suivants, Stéphanie ne va pas ménager ses efforts. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'elle et Vegas n'ont pas fait de découvertes significatives. La jeune femme garde cependant du recul et de l'humour sur la situation. Un petit 2 litres turbo. La mécanique, ça vous intéresse? Personnellement, pas trop. Le démontage du véhicule en vue de la recherche de produits stupéfiants, énormément. Enfin, oui, c'est bon, messieurs? Ce démarrage sonne comme une provocation. À ce petit jeu du chat et de la souris, Stéphanie sait qu'elle doit accepter les échecs répétés, même si cela doit parfois jouer sur ses nerfs. Attention, monsieur, c'est le beau chien, là. Oh, monsieur, c'est moi le maître. Alors maintenant, on baisse d'un ton, d'accord? Et vous laissez le chien travailler, c'est clair? Les gars, viens. Pour moi, le contrôle est terminé. Le chien, j'ai regardé là où le chien grattait. Le véhicule est pas intéressant. Ça va. Allez. Sur cette dernière voiture, le chien va très vite gratter dans l'habitacle côté passager. Il pourrait s'agir de simples résidus comme pour les autres véhicules. L'instinct de Stéphanie la conduit pourtant à ne rien négliger. L'odeur pourrait d'ailleurs venir des conduits d'aération.
Si les deux jeunes occupants de la voiture sont immédiatement menottés, c'est parce que ce qui se trouvait dans le conduit, caché dans une paire de gants en laine, a tout de suite été identifié comme de la résine de cannabis. Il y a quoi? Il y a combien de plaquettes? 500 grammes. Pour ces 500 grammes de cannabis, les deux jeunes seront déférés devant un juge et condamnés à un sursis de 6 mois de prison et à 3 000 € d'amende. Pour notre équipe de maîtres chiens, la spirale des mauvais jours est enfin conjurée. En 6 ans, Stéphanie et Vegas ont découvert plus d'1 tonne de drogue en tout genre. Un résultat à la hauteur des espérances de la jeune femme pour qui la lutte contre le trafic de stupéfiants reste une véritable vocation. Depuis la fin de notre tournage, Christine a décroché le concours de contrôleur des douanes en prévision un jour de tourner la page de sa carrière motocycliste. 30 ans après ses débuts, elle a accueilli une nouvelle recrue au sein de sa corporation. Elles sont à présent 7 femmes sur les 230 motards que compte la douane. Dans le sud de la France, Philippe poursuit ses expériences en matière de formation aéronautique. Avec l'un de ses amis, il développe en ce moment un simulateur de vol pour treuillistes. Une innovation mondiale dont les personnels de la douane pourraient un jour bénéficier. Pour ses années de service et d'action en mer, Daniel a été décoré de la Croix de Chevalier du Mérite Maritime. Une distinction qu'il a souhaité dédier à sa famille et partager avec tout son équipage. Quant à Aurélie, c'est en plein cœur de Paris, à Montmartre, que nous la retrouvons avec son compagnon, Michael. Ceux-là, ils sont super beaux, là. Ça, avec la tour Eiffel. Il y a quelques jours, à l'issue d'un grand oral, les deux jeunes stagiaires ont brillamment décroché leur titularisation en douane. Tous les deux sont officiellement et définitivement douaniers. Un statut pour lequel ils ont beaucoup travaillé et qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes. Ah bah pour moi, oui, c'est sûr, c'est une fierté. Même pour mes parents, pour ma famille, c'était une grande fierté pour eux. Bah, j'espère que dans quelques années, on aura évolué. J'espère pour nous qu'on réussira contrôleur le plus rapidement possible. Ça serait très bien. Et après, voilà, demander une mutation. Et pourquoi pas après une spécialité qui nous intéresse, où il y a possibilité de faire plein de choses.